Bonsoir, on va reprendre et finir La forêt des disparus d'Olivier Ball. Chapitre 59, Paul. 11 mai 2011. Mes forces m'abandonnent. Je n'ai pas dit à la môme, mais la blessure que j'ai reçue est plus grave qu'il n'y paraît. J'ai beau plaquer ma main contre la plaie, je perds pas mal de sang. Chaque pas est plus difficile que le précédent. Il faudrait que je me rende dans un hôpital sans plus tarder. Mais c'est impossible. Tout ce qui compte maintenant, c'est que Charlie soit en sécurité. Je marche le dos courbé. C'est la seule position dans laquelle je ne tords pas de douleur. Je suis péniblement la silhouette de Charlie, mais parfois, ma vision se trouble, tant j'ai le souffle coupé. La môme n'arrête pas de me demander si ça va. Je lui réponds que je vais tenir le coup, mais elle ne dit rien. Dans son regard, je peux lire que je fais peur à voir. Nous avons quitté le terrain vague de Pacific Shores sans être repérés. Je ne pense pas que j'aurai encore le courage de courir, de fuir. Je me sens si fatiguée. J'ai l'impression que le sentier sur lequel nous marchons depuis une vingtaine de minutes s'étire à l'infini, que nous ne nous arrêterons jamais. Nous arrivons enfin au bord de la rivière Smith. Charlie me saisit par les épaules, m'explique qu'il faut qu'on traverse, qu'on n'a pas le choix. Je hoche la tête, mécaniquement, mais ses paroles glissent sur moi. Nous descendons sur une plage de galets. Mes pieds peinent à trouver un appui et je m'effondre au sol. Je sens les pierres glacées sur mon visage. Je n'en peux plus. Des images télescopent en moi, des souvenirs. Noah, Eva Slis et moi en voiture il y a bien longtemps. Mon vieux pote Phil qui me fait exploser son flash à la gueule et me sourit avec son air un peu niais. Mon chien qui me lèche la main. Charlie et moi qui sculptons nos petites figurines en silence auprès du poêle dans mon cabanon. Ces moments qui semblaient ne rien raconter et qui pourtant veulent tout dire. Peut-être est-ce la fin? Un kaléidoscope confus d'instants volés, un patchwork désordonné de visages, de sensations, d'instants futiles, oubliés. Je me rends compte maintenant, les seuls moments qui comptent sont ceux passés avec les gens qu'on aime. Nous ne sommes rien d'autre que les sommes de nos souvenirs. Charlie s'approche et m'aide à marcher jusqu'au bord de la rivière. Délicatement, elle m'humidifie le visage, m'apporte à boire. L'eau est fraîche. Ça fait du bien. La môme m'explique que nous devons repartir. Attends un peu, Charlie. Arrêtons-nous quelques minutes. Elle me regarde, inquiète. Mais tu disais qu'il fallait qu'on se dépêche. Euh, je me sens un peu fatiguée là. C'est bien ici, c'est joli. Elle cherche à soulever ma main pour voir ma blessure. Je l'en empêche. Je regarde la rivière. Le flot coule, impatient d'atteindre l'océan. Il faut que je lui dise. Mes mots sortent de façon un peu désordonnée, chaotique. Charlie, il faut que je te parle. Les habitants de Redwoods, les autres gamins, ils t'ont volé ta jeunesse. Ils ont refusé ce que tu es. Mais ne regarde pas en arrière. Je vais te dire comment te venger. Montre-leur qu'ils se sont trompés. Montre-leur à tous. Vis la plus belle vie possible. Tu ne pourras jamais retrouver ce qu'ils t'ont pris. Mais à partir de demain, tout ce qui t'attend, c'est toi qui le choisis. Prouve-leur qu'ils ont eu tort. Sois celle que tu es vraiment. Là, tout au fond. Je m'administre une petite tape au niveau du cœur. Moi, tu vois, j'ai toujours regardé dans le rétroviseur. Trop lâche pour prendre des risques, pour essayer de vivre. J'avais peur. Je m'en mords les doigts aujourd'hui. La pire des phrases qui existent, c'est si c'était à refaire. Bannis-la de ton esprit. Il n'y a rien à refaire, rien à regretter, Charlie. Tout est à construire. C'est toi qui écris ton histoire, personne d'autre. Pourquoi tu me parles comme ça, Paul? On dirait les paroles d'un condamné. Tu vas t'en sortir, ce n'est qu'une égratignure. C'est un peu plus qu'une égratignure. Je soulève mon sweatshirt et lui montre ma plaie. Sur le côté droit du bide en charpie, une vilaine plaie purulente sur plusieurs centimètres. À cette distance, la chevrotine du fusil m'a lacéré le corps. Ouais, je crois que c'est le bout de la route pour moi. Mais toi, il faut que tu continues coûte que coûte. S'ils m'attrapent, ils cesseront de te rechercher. Pars,
Fais du stop, va jusqu'à Vancouver. Ta vie est là-bas, de l'autre côté de la frontière. Je ne te laisserai pas. J'essaie de la repousser, mais elle reste. Les étoiles de vent, Paul. Quoi? C'est toi qui me l'avais dit. Il y a toujours les étoiles de vent. Ça signifie qu'il y a toujours un espoir, qu'il ne faut pas baisser les bras. Tu ne peux pas m'abandonner. Charlie m'attrape par la main et me tire avec elle. Je me laisse faire. Mes chaussures s'enfoncent dans l'eau glacée. Je le comprends seulement à cet instant. Je n'ai fait que la suivre depuis le début. C'est elle qui m'a guidée, m'a portée. Elle qui a le courage, la bravoure. Elle qui m'a ramenée parmi les vivants. Et comme elle l'a bien dit, au pire, il y aura toujours des étoiles devant. Elle saisit ma main, toute crevassée par la vie. La sienne est si douce. Faut tenir le coup, Paul. Encore un peu. Pour elle. Pour tout. Chapitre 60. Charlie. 12 mai 2011. Nous venons de franchir la rivière Smith. Mon bras me lance, à force d'avoir retenu Paul qui se faisait emporter par le courant. Il est à bout, mais il faut qu'il tienne encore un peu. Nous y sommes presque. Il ne nous reste plus qu'à rejoindre la forêt, et nous serons en lieu sûr. Au moment où nous traversons la route 101, un bruit de moteur nous fait sursauter. Un 4x4 arrive sur la droite, à toute allure. Vite, il nous faut grimper la côte qui mène à la forêt. Je monte péniblement, ralenti par Paul derrière moi à la traîne. La pente est glissante. À un moment, Paul trébuche et dévale le talus. Je lui tends le bras dans un ultime effort, et il parvient à s'accrocher à ma main. Nous nous cachons derrière le tronc d'un séquoia lorsque la voiture arrive à notre niveau. Elle ralentit un instant, puis heureusement, finit par accélérer de nouveau. C'est bon, Paul, nous sommes en sécurité. On y est presque, c'est jusque là-bas, au-dessus. Nous nous enfonçons dans la forêt et après quelques minutes, nous finissons par tomber sur un grillage rouillé que nous longeons jusqu'à trouver une brèche. Je me glisse à travers en déchirant un peu la manche de ma veste en jean, mais je passe. Et Paul fait de même. Devant nous se dressent les vestiges du parc aquatique Ocean World, fermé depuis près de 6 ans. Les énormes toboggans bleus ont été décolorés par le temps. Entre les piliers, des arbres ont commencé à pousser. La nature ici a repris ses droits. À l'intérieur des tubes, le sol est couvert d'un dépôt de feuilles séchées, d'épines de pin. Les structures en métal, autrefois blanches, sont parcourues de taches de rouille et de mousse. Nous avançons parmi les attractions abandonnées, passant le long de vestiaires aux portes défoncées, certaines ne tenant que par un gond. À droite, à gauche, des bassins se sont transformés en mares à l'eau marron. Des formes indistinctes flottent à la surface. Un morceau de plastique, cadavre de bouteille. Nous dépassons un énorme toboggan qui semble s'enrouler autour d'un escalier en colimaçon. Dans l'obscurité, on dirait un ver de terre géant. Le silence est total. Où sont passés les éclats de rire des enfants, les cris des ados dévalant les pentes vertigineuses, le bruit des éclaboussures et la musique un peu kitsch? Peut-être qu'il flotte encore quelque part l'image de moi, petite, rigolant, dans une piscine à vagues. Peut-être que ces transats retournés, noircis par la moisissure, se souviennent de ma mère ce jour-là, qui me serrait fort dans une serviette pour me sécher. Ou peut-être qu'il n'y a plus rien, que le passé est mort, comme maman, papa, et tout le reste. Nous pénétrons dans une pièce circulaire, un des anciens restaurants du parc. On y sera à l'abri. Des tables et des chaises sont renversées. De faux palmiers en plastique, couverts de poussière, pendouillent au-dessus du comptoir central, imitant une hutte tropicale. Une fresque murale en partie couverte de graffitis représente une île paradisiaque. L'espace du bar a été partiellement détruit. Les vitrines en verre ont explosé. Je soulève 2 chaises, on retire la poussière et aide Paul à s'asseoir. Je m'installe en face de lui. Je lui tends la gourde d'eau. Il boit quelques gorgées. Il a le teint blafard, les yeux injectés de sang. Nous nous reposons un peu. Je crois que, à un moment, je m'endors. Paul, lui aussi, somnole. J'ai peur que ça lui redonnera un peu de force. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Où peut-on aller? Je sors du restaurant abandonné pour prendre l'air. Ça sent la terre humide et l'écorce de bois. Le murmure de la forêt se laisse entendre, les troncs qui grincent, quelques chants d'oiseaux, des bruyants chanteurs, certainement. Le jour va bientôt se lever. Je ferme les yeux un instant. C'est alors que j'entends un cri au loin. Je le sais. Je le sens. C'est lui. Il est là, il nous a retrouvés, l'homme rouge. Où allons-nous nous cacher maintenant?
Je me rue à l'intérieur, prévient Paul. Il me saisit le visage entre ses mains et me dit « Ça va aller, Charlie. » Il aimerait me rassurer, mais il est si faible. Il ne tiendra pas longtemps. Pourtant, nous n'avons pas le choix. Je l'aide à se relever et nous sortons tous les deux du restaurant. Au-dessus de nous, une nuée d'oiseaux lézarde le ciel en piaillant. Je tire mon ami par le bras. Une idée me vient. Avant sa fermeture, Ocean World avait entrepris un projet d'agrandissement, le temple de Poséidon, un chantier visant à la création d'une nouvelle zone couverte du parc. Un dôme de verre et d'acier qui devait permettre au complexe de rester ouvert durant les mois les plus froids de l'hiver. Mais les travaux pharaoniques avaient causé la banqueroute de ces investisseurs. On en avait parlé pendant des mois à Redwoods. Alors que nous zigzagons entre les différentes attractions, j'aperçois le dôme. Je force Paul à hâter le pas. Dans ce labyrinthe de béton, peut-être aurons-nous une chance. La partie gauche du temple de Poséidon est couverte de panneaux de verre, mais son versant droit, lui, n'a jamais été terminé. Un squelette de poutrelles, d'acier rouillé, de câblage donne à la ruine un aspect terrifiant. Plus on s'en approche, plus on a l'impression de faire face à la mâchoire gigantesque d'un monstre marin, aux dents acérées, sa gueule ouverte pour l'éternité, prête à nous avaler. Nous franchissons des tas de gravats accumulés devant l'entrée du bâtiment. Face à nous, une porte battante défoncée. Avant de m'engouffrer dans la construction, je jette un regard en arrière. Je ne le vois pas. Mais il est là. Il rôde. Je le sais. Il nous chasse. Chapitre 61. Lorraine. 12 mai 2011. J'ai frappé sans relâche contre cette maudite porte, vidé les étagères, cherché partout un moyen de m'échapper de cette geôle. Mais il n'y a pas de fenêtre ni aucune autre issue. Je suis bloquée ici. Pourtant, il faut que je sorte de là. Chaque minute qui passe est une chance en moins de sauver Charlie et Paul. Réfléchis, Lorraine, réfléchis. Pas question de baisser les bras. Jamais. Quand je suis entrée dans la maison, mon pied s'est enfoncé un moment dans une latte du parquet. Oui, quand je visitais le salon. Juste au-dessus de là où je me trouve. Je pousse la table en inox à l'endroit approximatif où je pense que je trouve la pièce et grimpe dessus en équilibre. Le bras tendu en l'air, je commence à arracher les panneaux de laine de verre agrafés au plafond. En dessous, il y a de la mousse isolante. Elle s'est solidifiée. Je saute au sol. Ma jambe me lance sous le plâtre, mais je m'en fiche complètement. Sans hésitation, j'arrache une des branches constituant le corps de la statue d'Ascafroi. Tu pourras maudire, saleté. Je fais sortir d'ici coûte que coûte. Je remonte sur la table et commence à donner des coups dans la mousse. Elle ne résiste pas longtemps. Des monceaux de poussière, de bois, de mousse me tombent sur le visage, jusqu'à ce que le parquet apparaisse enfin. Je tente de pousser une des lattes branlantes. Elle bouge un peu. Je retire mon manteau, mon gilet pare-balles, plaque ce dernier contre le bois. Je serre fort mon poing et me mets à frapper vers le haut. Malgré l'épaisseur du gilet, au bout de quelques coups, la douleur se répand. J'ai les mains en feu, mais la planche finit par céder. J'en attaque une deuxième. Elle résiste, mais pas assez face à ma hargne décuplée. Prenant confiance, me disant que je peux y arriver, que l'issue est juste là, au-dessus de moi, je redouble d'efforts. Frapper, encore et encore. Ma peau vire au rouge, mais qu'importe. Je ne vois que les lattes qui cèdent sous mes coups. Pour Alex, pour Owen, pour Charlie et Paul, pour toutes les victimes, je ne vous laisserai pas tomber. Je crée une ouverture qui devrait être assez large pour que je m'y glisse. Je me hisse, provoquant une douleur terrible à ma cheville blessée. Je serre les dents et continue. À bout de force, j'arrive à passer mon bras au-dessus du plancher. J'y suis. Je suis libre. Il faut faire vite, il est encore temps. Je vérifie mes poches, mes clés sont bien là. C'est bon. Je cours du mieux que je peux jusqu'à ma voiture, sors mon fusil du coffre et m'installe au volant. En me voyant arriver, Flash se soulève de la banquette arrière, aboie et me lèche le visage. On va chercher ton maître, mon vieux. L'embouchure de la rivière Smith, où ont été aperçus les fugitifs, est à une dizaine de minutes d'ici. Je démarre en trombe. Je garde les mains serrées sur le volant pendant tout le trajet. Mes phalanges sont meurtries. Malgré la douleur et la fatigue, je m'efforce de me concentrer sur la route. Une dizaine de minutes plus tard, je découvre le véhicule de Jerry, parqué le long de la 101, en lisière de la forêt. Je prends à peine le temps de me garer et me rue vers le bois. Flash court devant moi, la truffe en alerte. J'espère que tu as du flair, le chien. J'arrive devant l'entrée délabrée d'Ocean World. Un énorme portail reproduit les colonnes d'un temple grec. Le blanc du décor a viré au gris. Toute la partie gauche du porche a été dévorée par le lierre, tandis que des moulages
se sont décrochés, laissant apparaître la structure de métal. Lorsque je pénètre dans l'enceinte du parc, j'entends un coup de feu. Comme répondant à un signal, Flash file devant moi et disparaît entre les bâtiments. Il est peut-être déjà trop tard. Chapitre 62. Paul, 12 mai 2011. Jerry est à nos trousses. L'homme rouge vient réclamer son dû. L'homme m'a mené jusqu'à l'entrée d'un énorme dôme en construction. Je l'ai suivi du mieux que je pouvais, en essayant de la retarder le moins possible. Nous pénétrons à l'intérieur du complexe. Le sol est couvert de détritus et d'éclats de verre. Impossible de se déplacer sans faire de bruit. Devant nous, un impressionnant bassin creusé dans le sol. Il devait certainement être destiné à accueillir une piscine olympique. Nous devons faire attention au moindre de nos pas. Du béton émergent à intervalles réguliers. Des tiges de treillis comme autant de lances aiguisées, pointées vers nous. Des bruits proviennent de l'entrée. Puis, son cri, son signal. La chasse est ouverte. Je regarde autour de moi en quête d'une échappatoire. À une dizaine de mètres, un large escalier en ciment grimpe vers les hauteurs du dôme. Nous nous mettons à courir dans sa direction. Charlie Green, ça ne sert à rien. Vous ne m'échapperez pas. Derrière nous, sa voix résonne dans le bâtiment mort, emplissant l'espace d'un écho terrifiant. Puis un coup de feu. La détonation se répand, se démultiplie, me vrillant les tympans. Par réflexe, nous nous jetons au sol, derrière un muret en béton. La môme et moi sommes des proies faciles. L'escalier n'est plus qu'à quelques mètres. Si seulement nous arrivions à le rejoindre, nous pourrions nous abriter derrière sa rambarde et monter sans que Jerry puisse nous atteindre. Et ça voudrait dire courir sur plusieurs mètres à découvert. Un nouveau tir. Cette fois, la balle vient s'encastrer dans le béton à moins de 1 mètre de nous. Jerry s'amuse. Il sait pertinemment où nous sommes. J'entends le bruit de ses pas qui approchent. Une balle, plus près encore. Je regarde autour de moi. Là, une longue tige en métal rouillé. Je m'en saisis et la plaque le long de mon corps. Je jette un coup d'œil à Charlie. Elle me dit non de la tête. C'est suicidaire, évidemment. Et ça peut lui permettre de gagner un peu de temps. Je n'ai pas le choix. Je me lève, place ma main libre en hauteur. Le shérif est là, à quelques mètres. Il porte son horrible cagoule. À sa ceinture, sa longue lame recourbée. Il braque instantanément son pistolet sur moi. Je me rends, Jerry, mais laissez partir Charlie. Ce n'est qu'une enfant. Elle sait, et c'est déjà trop. Il est quasiment à ma portée. Encore quelques pas. Le faire parler. Le laisser rapprocher. À quoi bon continuer, Jerry? C'est fini. Ascafroy n'a jamais exigé ça. Elle ne veut pas que vous vous en preniez ainsi aux habitants de Redwoods et à ses enfants. Vous ne savez rien, Green. Vous n'êtes personne. Je veux voir vos 2 mains. Jetez ce que vous tenez caché derrière votre jambe. Vous ne m'aurez pas 2 fois. Il est trop loin pour tenter quoi que ce soit. Je lâche la barre de métal. Dans un souffle lourd, Jerry arme son pistolet, pointe le canon sur moi. À travers les ouvertures de sa cagoule, je distingue ses yeux injectés de sang, dévorés par la folie. C'est fini. Je ferme les yeux. Un aboiement, flash, surgit de nulle part, lui saute dessus, le faisant chuter au sol. L'animal, comme enragé, déchire sa cagoule, le mord et le griffe au visage. En se débattant, le shérif lâche son pistolet qui glisse et tombe dans la piscine vide, quelques mètres en contrebas. Je hurle pour encourager mon chien, mais Jerry parvient à sortir sa lame et le brandit au-dessus de lui. Non! Je ne veux pas voir ça! J'attrape Charlie et la tire avec moi vers l'escalier. J'entends un jappement derrière nous. Puis le silence. Alors que nous gravissons les marches, je jette un coup d'œil rapide en bas. Flash gît au sol, hoquetant, une large blessure sur le flanc. Merci, mon chien. Merci. Jerry se redresse et se jette dans la piscine pour récupérer son arme. Il retire sa cagoule déchirée. Il a le visage en charpie, déchiqueté par plusieurs morsures et barré d'une énorme entaille. Il crache au sol et avance vers nous.
Les yeux troublés par le sang qui dégouline de son front, il tire à 2 reprises, un peu au hasard. Il n'abandonnera pas. Nous arrivons à l'étage du bâtiment, sur une large plateforme qui devait permettre de desservir des toboggans entre 2 grosses colonnes de béton. Je cherche désespérément une issue, un couloir, quelque chose. Là, une échelle. Elle monte vers l'extérieur, vers le dôme. Sur ses premiers barreaux, un large panneau en bois a été accroché. Danger de mort, accès interdit. Pas d'autre choix. Je l'arrache d'un coup sec et commence à grimper. Les barreaux sont abîmés, bouffés par la corrosion. À mi-parcours, un des boulons se désolidarise et l'échelle se tord sur plusieurs centimètres. Je m'accroche, mais la douleur de ma blessure est intolérable. Je continue malgré tout, le plus vite possible. Charlie, en dessous, me suit péniblement. Nous arrivons enfin à l'extérieur sur une grille en acier installée au-dessus du dôme. Devant nous, à perte de vue, la forêt s'étend à l'infini. Une légère brise fait danser les branchages des arbres. En contrebas, le long de la coupole, irait un échafaudage. Il pourrait nous permettre de rejoindre le bas du bâtiment. C'est notre seule issue. Mais pour y accéder, il va nous falloir marcher sur le dôme de verre, puis nous laisser glisser jusqu'à l'armature de métal qui ne fait pas plus de 2 mètres de longueur. Le moindre faux pas, et c'est la chute. Je me tourne vers Charlie et lui prends la main. Il faut qu'on descende. Paul, c'est trop risqué. Le verre va céder sous notre poids. Nous n'avons pas le choix. Jerry sera là d'une seconde à l'autre. Je commence à marcher sur le verre arrondi, légèrement glissant. J'entends des petits craquements, mais la structure semble pour le moment tenir. Tout en tirant Charlie derrière moi, j'avance pas à pas, en m'efforçant de poser mes pieds sur les poutrelles en acier sous le verre. Surtout, j'évite de regarder le vide abyssal en dessous. À un moment, j'ai l'impression de voir passer une silhouette en contrebas, mais je n'y prête pas attention. Je dois rester concentré. C'est alors que nous entendons sa voix derrière nous. Regardez-vous tous les deux, c'est Jerry, essoufflé. Il se hisse péniblement en haut de l'échelle et nous tient en joue avec son arme. Son visage couvert de sang et coupé en 2, déchiré par la griffure que Flash lui a faite. Un masque pour un autre. Je continue à progresser, mais Charlie s'est figé. Jerry, quant à lui, ne s'avance pas sur le dôme. Il reste sur la plateforme en métal. Il observe les alentours, réfléchit. Puis, sans un mot, un rictus déforme son visage en sang et le voilà qui pointe son arme sur l'adolescente. Je ne sais pas quoi faire. Me ruer sur lui, fuir, me placer devant la môme. Je n'ai pas le temps de réagir que le shérif abaisse son bras vers la dalle de verre sous les pieds de Charlie et tire. La déflagration se répand dans la forêt. Un léger craquement se laisse entendre. Une fissure commence à lézarder le verre et s'étend jusqu'aux pieds de Charlie. Je lui hurle de me rejoindre, mais elle reste immobile, les yeux fixés sur les craquelures. Ah, vous m'offrez l'alibi rêvé, se réjouit Jerry. Je vous ai poursuivi jusqu'ici. Vous êtes monté sur le dôme malgré les dangers encourus. Le verre a cédé sous vos pieds avant que je n'aie le temps de vous interpeller. J'aurais souhaité que ça se passe différemment, mais Ascafroy ne me laisse pas le choix. Elle vous appelle, elle vous attend, il n'y en a plus pour longtemps. Charlie est toujours en suspens. Je l'appelle désespérée pour qu'elle marche jusqu'à moi. La fissure s'étend désormais sous son pied gauche. Le verre commence à se craqueler. La dalle va se briser d'une seconde à l'autre, lentement. Je tente d'assurer ma position et me tends vers la môme. Charlie, regarde-moi. Attrape ma main. Elle s'exécute, mais son mouvement accélère la fêlure de la dalle. Ses doigts touchent quasiment les miens, un peu plus, un peu encore. Un craquement, puis une explosion de verre. Le temps s'arrête, les yeux de Charlie s'écarquillent, comprenant que c'est fini. Je me jette vers elle, me plaque contre la dalle où je me tiens. Ma main saisit la sienne. Alors qu'elle commence à s'enfoncer dans le vide, je serre de toutes mes forces. Tous mes muscles se tendent en une fraction de seconde. Je glisse de quelques centimètres, me parviens à me retenir en plaquant mon bras libre sur le verre. Ma blessure m'envoie des décharges insoutenables de douleur. Et je ne lâche pas. Mon bras tire. Je tente de la soulever, mais n'y arrive pas. Charlie cherche une prise, quelque chose pour se hisser, mais ne trouve rien.
Son corps fait un léger mouvement de balancier dans le vide qui me déchire l'épaule. Sous ses pieds, à plusieurs dizaines de mètres en dessous, j'aperçois les myriades d'éclats de verre qui s'écrasent en un fracas assourdissant. Mon corps, irrémédiablement, commence à glisser lui aussi vers le trou béant. Mon bras n'est que douleur. Ça ne peut pas, ça ne doit pas se terminer comme ça. Il faut qu'elle s'en sorte, pour que toute cette folie prenne fin. Je hurle, de colère, de peur, car j'en veux à Jerry, aux enfants de Redwood, à Ascafroa, à cette foutue ville et au monde entier. Vous n'avez pas le droit de la prendre, pas elle. La main de Charlie commence à glisser entre mes doigts. Je la regarde. Elle sait, elle aussi, que c'est terminé. Lâche Paul. Non, la môme. Ensemble, jusqu'au bout. Je lui souris. Un coup de feu. Chapitre 63. Lorraine, 12 mai 2011. Courir. Ne pas s'arrêter. Ne pas penser à la douleur qui me la serre la cheville, ni aux autres coups de feu que j'ai entendus. Ne penser à rien, sinon à les retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Je fonce à travers les allées vides d'Ocean World. Devant moi, une piscine asséchée, des toboggans couverts de mousse. Je perds trop de temps à boiter avec mon foutu plâtre. Pas le choix. J'attrape la crosse de mon fusil et commence à le fracasser. En moins d'une minute, je parviens à libérer ma jambe. Où aller maintenant? Tant de bâtiments, de structures métalliques, d'escaliers se dressent devant moi. D'où venaient les détonations? Je regarde à droite. Là-bas, quelque chose brille. C'est la coupole en verre de l'extension du parc, le temple de Poséidon. C'est là, évidemment, que j'essaierai de me cacher si j'étais poursuivie. C'est là qu'ils sont, j'en suis certaine. Un aboiement plus loin devant moi. C'est Flash. Je suis sur la bonne voie, je le sens. J'ai un point de côté, les mains crispées sur le manche de mon fusil, mais j'avance. J'arrive devant le bâtiment désaffecté. Je souffle un grand coup, franchis une butte de gravats, place mon fusil contre mon épaule et m'enfonce à l'intérieur. À travers le dôme de verre, je distingue deux silhouettes. Tout en haut, je me hâte. En avançant vers un imposant escalier, Flash est allongé sur le sol couvert de sang. La respiration haletante. Il a dû vouloir leur venir en aide. À ses côtés, la cagoule de Jerry, elle-même ensanglantée. Est-ce que j'arrive trop tard? Continuez, les sauver, sinon je ne pardonnerai jamais. Je m'en relèverai pas. J'arrive en haut de l'escalier, il y a du bruit. Jerry est en train de se hisser en haut d'une échelle. Je tente de braquer mon arme sur lui, mais il n'est pas le temps de faire feu. Merde! Il a déjà disparu dans l'ouverture menant sur le toit du dôme. J'entends des voix. Il est encore temps. J'arrive. Allez! Un coup de feu. Un frisson glacial me traverse. Non. Je franchis les derniers barreaux de l'échelle à la hâte. Jerry est de dos. Je n'hésite pas une seconde. J'appuie sur la détente et le touche à l'omoplate. Il bascule en avant, chute sur le dôme. Paul est allongé au sol, le bras tendu. Il retient Charlie, à bout de bras, qui pend au-dessus du vide. Jerry se relève. Son visage est déformé par la plaie béante. Je me hisse complètement sur le dôme et braque, de mes bras tremblants, mon fusil sur le shérif. Jerry! Lâche ton arme, c'est fini! Il regarde son épaule, sa veste déchiquetée par l'impact de la chevrotine. Il ferme les yeux et remue la tête à plusieurs reprises. Lorraine, je suis désolé. Je n'ai jamais eu le choix, c'est elle. Pose ton arme et nous en parlerons, Jerry. Ici, c'est bien. C'est ce qu'elle voudrait que je fasse. Il regarde autour de lui, puis il pointe son arme vers la dalle sous ses pieds. Arrête, Jerry! Tant qu'il restera une branche, de nouveaux rameaux pousseront, et Ascafroa continuera à être honoré. Redwood sera protégé tant qu'il reste une branche. Sur ces derniers mots, il tire. La dalle vole en éclats sous ses pieds, et Jerry chute dans le vide. Une voix sur le côté. Paul. Lorraine, vite! Sans hésiter, je le rejoins et j'attrape le bras de Charlie. Tous deux nous parvenons à la hisser. Ça craque autour de nous. Nous ne pouvons rester là plus longtemps. Nous redescendons. Charlie et Paul, malgré leur fatigue, se ruent vers Flash. Green caresse son chien à l'agonie en lui répétant. Ça va aller, mon vieux. On va te sortir de là. Je remarque alors que lui-même est blessé. Paul, il faut vous emmener à l'hôpital, vite! Passe en lui, passe en mon chien. Je hoche la tête. Avant de quitter les lieux, je vais inspecter le corps de Jerry. Il est allongé au sol, les bras en croix, entouré de constellations d'éclats de verre mêlés à son sang. Sur son visage, un étrange sourire, comme s'il était enfin apaisé. Je retrouve mon téléphone portable et prends également le sien, ainsi que ses clés de voiture. J'appelle les secours et leur demande de venir nous rejoindre en urgence à la sortie de la forêt.
Je porte Flash dans mes bras et nous quittons ce lieu maudit. Charlie aide Paul, très affaibli, à marcher. Il y a quelque chose entre ces deux-là. Une amitié, un lien unique. Nous arrivons enfin au bord de la route. Après quelques minutes, une ambulance s'approche. Deux secouristes installent Paul dans le véhicule. Ils posent le chien à ses côtés sur une couverture. Charlie embarque à son tour. Au loin, le soleil commence à apparaître entre la cime des arbres. Tu nous accompagnes me demande Charlie, avant que l'ambulance ne démarre. Je vous rejoins. J'appelle Slocombe, le shérif de Gold Beach, et lui explique ce qui vient de se passer. La culpabilité de Jerry, sa dépouille dans l'ancien parc aquatique, les preuves qu'ils trouveront dans le sous-sol de sa maison. Je suis exténuée. Je m'effondre derrière le volant de la voiture de Jerry. Sur le fauteuil passager, je retrouve mon pistolet et le place à ma ceinture. Je sors par réflexe le téléphone du shérif. Le verre s'est brisé sous le choc de sa chute. Plusieurs appels en absence apparaissent sur l'écran. Un nom. Cette phrase qui me percute alors. Tant qu'il reste une branche. Je rentre chez moi. Je suis au-delà de la fatigue, au-delà de tout. Je pousse la porte d'entrée. J'appelle John. Il n'est pas là. Je me rends dans son bureau. Plusieurs tiroirs sont fermés à clé. Je vais dans notre remise chercher un pied de biche et sans hésiter fais sauter les verrous les uns après les autres. Des éclats de bois explosent au visage, j'appuie comme une forcenée sur les serrures. Je ne trouve d'abord rien d'autre que des dossiers en rapport avec son poste de directeur à l'école de Redwoods, des archives, quelques relevés bancaires. Enfin, tout au fond d'un tiroir, je déniche une pochette noire. À l'intérieur, une lettre. L'encre a un peu bavé, mais les mots restent lisibles. Et le papier est ondulé, taché de rouge. Je sais de quoi il s'agit. J'ai reconnu son écriture dès le premier coup d'œil. Ces quelques mots que j'ai tant espérés, tant attendus. Alex. Maman, les réponses t'attendent, enterrées au pied du panneau, à l'endroit où tu as séché mes larmes. Je sais de quel lieu il parle, la pointe Saint-John, là où je l'avais retrouvé un soir en larmes désespérées. Je me rends sur place aussitôt. Sur le trajet, je croise quelques joggeurs qui me regardent l'air inquiet. Mes vêtements sont déchirés, couverts de terre, mes mains sont en sang et mon visage lacéré de griffures. Je n'ai pas lâché mon pistolet, que je tiens toujours fermement dans ma main. Je dois faire peur à voir, et je m'en contrefous. Je progresse à travers le sentier qui serpente entre les dunes. J'entends les vagues se fracasser contre les rochers du rivage. Au loin, un soleil blanc joue à cache-cache avec les épais nuages, donnant au paysage désert de fin du monde. Les bosquets d'Oya frémissent sous le vent. À mes pieds, en contrebas, le rivage de galets est parsemé de bois flottés, ossements digérés et recrachés par l'océan. J'arrive devant le panneau présenté la pointe et les différents îlets. Je me mets à creuser le sable glacé de mes mains nues. Après quelques minutes, mes ongles griffent du métal. Il y a quelque chose. Un coffret peint en bleu. Sa vieille boîte à souvenirs. Je l'ouvre. À l'intérieur, emballé dans un sachet en plastique, un carnet. Quelques pages manuscrites datées du 8 novembre 2008. Le jour de sa mort. Ses mots. Sa vérité. Enfin. Si tu lis ces mots, maman, c'est que tu as trouvé ma note et que tu as compris où chercher. Je savais que tu y arriverais. Par où commencer? Je parcours son journal lentement pour que ces mots s'ancrent jamais en moi. Je relis les dernières lignes. Il y a eu 2 autres exécutions, maman. 3 personnes au total sont mortes par ma main en 2 ans. Je n'avais pas le choix, car à chaque fois, il était là, dans mes ombres. Il me passait le relais. Mais je n'ai pu oublier aucun visage, aucun corps. Après chaque exécution, je ne sais pas pourquoi, je me rendais à l'endroit où on les prenait. Je restais là-bas pendant de longues heures. Je demandais pardon. Je frappais contre les troncs. Je hurlais à la mort comme un animal enragé. J'y étais encore ce soir, il y a quelques heures, dans le sous-bois, près de la cascade de Hill Creek. Et tu y étais toi aussi. Je savais pas quoi faire. Je me suis cachée. Te voir là. Savoir qu'un jour tu découvrirais qui j'étais vraiment, qui nous étions tous. Ça a précipité ma décision.
J'avais commencé à écrire tout ça, mais je ne pensais pas que ça mènerait à ce soir, à ça. Comment punir les coupables? Il y a tant d'enfants de Redwoods. Ça dure depuis si longtemps. 5 générations de gamins à qui on a vrillé le cerveau, qu'on a transformé en bêtes, pour qu'à leur tour plus tard, ils passent le flambeau. Tant d'innocents devenus des bourreaux. C'est une chaîne qui a commencé il y a presque 150 ans et qui ne prendra jamais fin, à moins que tu ne fasses quelque chose, maman. Moi-même encore aujourd'hui, malgré les années, malgré ce que je m'apprête à faire, j'ai peur. Je repousse de mot en mot, de phrase en phrase, le moment fatidique où je devrais tout te révéler. Mais le temps presse. Nous avions 4 guides, Jerry Mackenzie, Howard Hall, William Sanders et un dernier. C'est lui qui m'a poussé à continuer malgré ma peur, mon dégoût. Lui qui aimait ça plus que les autres. Lui qui me répétait que c'était dans l'ordre des choses, que je n'avais pas le choix, que c'était la seule solution pour continuer à protéger la ville et tous les habitants de Redwoods. Et lui, c'est mon père, ton mari, John. C'est lui, le bourreau qui supervise tous les putains de sacrifices. C'est lui qui est l'assassin, qui tient la lame. C'est lui la sève. Et il voulait que je devienne son successeur. Ton fils et ton mari sont les monstres que tu traques depuis tant d'années. Pardonne-moi de t'abandonner, mais c'est trop dur. Je rêve juste de silence et de calme, de fermer les yeux et de ne plus voir leur visage. Je t'aime, maman. Je suis à genoux. Le vent s'est levé. J'observe la baie. La ligne d'horizon est tranchée nette par les arêtes ciselées des îlets, du récif des écorchés. Au large, un rayon de soleil traverse les nuages. Pendant quelques instants, son éclat vient déposer des poussières d'or sur l'océan. Le temps n'a plus d'importance. Je reste là, immobile. Mes larmes coulent comme si elles ne devaient jamais s'arrêter. 1 heure passe, peut-être plus. Enfin, une voix derrière moi. Lorraine? Je me retourne. C'est lui, John. Je t'ai cherché partout. Tu ne répondais pas à mes messages, je me suis inquiétée. J'ai vu que tu étais passé à la maison. C'est toi qui as fouillé dans mon bureau? Je ne réponds pas. Pas la force d'articuler le moindre mot. Il m'aide à me redresser, me caresse le visage, essuie mes larmes et continue à parler. Tu avais laissé la porte ouverte derrière toi. Je t'ai retrouvé en demandant à des voisins, à des passants. Ils m'ont dit t'avoir croisé et m'ont guidé jusqu'ici. Mais bon sang, Lorraine, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Tu es blessée? Je ne réussis pas à joindre Jerry. Tu as des nouvelles? Raconte-moi. Il m'attire et me serre contre lui. Son odeur, ses bras qui m'enveloppent, son corps que je connais si bien, son corps qui est toute ma vie. Je ferme les yeux quelques instants. Parle-moi, Lorraine. Assez de mensonges, assez de souffrance, assez de masques. Je repense à Alex, à sa détresse, à sa douleur qu'il a dû taire durant tant d'années, parce qu'il ne pouvait en parler à personne. Je repense à Owen, à son regard qui s'est éteint dans la forêt sans que je puisse rien y faire. Je repense à toutes les victimes mortes dans les ténèbres, la folie et la terreur. Je repense à ses mots à lui pour me convaincre que je devenais folle, que je faisais fausse route, que j'étais trop faible. Alors qu'il savait, qu'il a toujours su. Assez. Lentement, je sors mon arme, le braque contre son ventre et tire. La détonation se répand entre les dunes. Le corps de mon mari se tend. Il recule de quelques pas, les mains serrées contre son ventre, puis il s'écroule au sol. Il me regarde, stupéfait. Assez de cette malédiction qui a dévoré notre ville, qui a volé la vie de tant de nos enfants. Assez de la peur. Il faut que ça prenne fin. Lorraine!
Assez. Je pointe mon âme sur mon mari et tire de nouveau. C'est fini. Chapitre 64. Nicolas Quellen. 14 décembre 1897. Mes jours sont comptés. Je ne suis aujourd'hui qu'un vieillard, l'ombre de celui que je fus jadis. L'avenir est assuré, je le sais. Henrik et ses pères protègent désormais notre communauté. Et ils ont déjà entamé la formation de nouveaux enfants. Je passe le plus clair de mon temps à l'ité. Souvent, je reçois des visites de mes proches et des habitants de la ville. Voir leurs airs apitoyés, leurs mines défaites quand ils viennent à mon chevet m'est insupportable. Leur commisération me rappelle combien je suis devenue faible. De plus en plus fréquemment, mon esprit me dépose sur le rivage de mon passé. Je revis, avec une étonnante vivacité, des souvenirs d'autrefois. Mais point de réminiscence de mon arrivée en Amérique, ni de la conquête de ces terres sauvages. Non. Pour une raison que j'ignore, mes pensées vagabondes me ramènent uniquement là-bas, à Falun. Je revisite cette enfance dont je pensais qu'il ne restait rien. Un temps honni où chaque jour n'était que peur et souffrance. Je retourne là-bas, où je l'ai rencontrée, et qu'elle m'a sauvée, libérée de ses griffes. C'était un pays gris de pierre et de boue. Partout à Falun, et sur plusieurs miles à la ronde, les rejets de la mine de cuivre dont les hautes cheminées brûlaient, disait-on, depuis les premiers âges des hommes, déposaient une pellicule noire sur le moindre objet. Même en hiver, là-bas, le manteau neigeux. Ah, désolé, ma jambe elle est bloquée. Ne restait jamais longtemps immaculé. En quelques heures, il s'assombrissait. À son tour, comme si tout en ces terres était destiné à être sali, souillé, jusqu'aux âmes elles-mêmes. Ma mère et moi vivions ainsi sous le couvert d'une ombre immense qui dévorait ses espoirs et mon enfance. Cette ombre, c'était celle de mon père. Chaque soir, je craignais l'instant où il rentrerait de la mine, qu'il pousserait la porte de notre maisonnette, harassé, et que ses yeux rougis se poseraient sur moi. Il trouvait toujours quelque chose à me reprocher. Il avait toujours quelque chose à me faire payer, à moi, qu'il ne nommait jamais par mon prénom. Pour lui, je n'étais que le Utlensk, l'étranger, le bâtard. Mon père s'était ainsi convaincu que mère avait fauté durant l'une de ses absences. Je ne pouvais être son fils, car j'étais un freluquier, bien trop chétif, bien trop froussard. La nuit, quand je l'entendais saisi par une de ces quintes de toux, je priais pour qu'il s'étouffe. Notre logis était à son image, tel un organe malade, vicié par sa noirceur. Ogre de mes cauchemars, il laissait ses traces noires partout derrière lui, sans parler de son odeur, un relent de métal et de charbon qui semblait omniprésent. Ma mère, elle, ne disait mot, car on ne lui avait jamais appris. Dans notre maison misérable, au plancher délabré, au plafond bas, je n'avais aucun droit. Le cuir de ma peau s'était, avec les années, épaissi. Les coups me faisaient moins mal, je n'allais plus à l'école. Pour lui, je ne méritais pas d'apprendre. Je n'étais bon qu'à m'occuper des quelques acres de notre terrain. Une terre sèche, rocailleuse, dure à bêcher, et qui ne donnait guère. Je m'exécutais jour après jour, car c'était ce qu'il attendait de moi. Je lisais en cachette les rares ouvrages qui se trouvaient encore dans notre maisonnée. Je voulais de tout mon cœur qu'il ait tort, devenir plus intelligent qu'il ne le croyait, et plus fort aussi. Parfois, lorsque les coups pleuvaient trop et que la douleur devenait insupportable, je me réfugiais dans mon oasis, mon Éden, un petit sous-bois qui bordait notre terrain, éclat d'émeraude parmi les ténèbres. Je me cachais dans le tronc fendu d'un vieil frêne, tandis qu'il me cherchait en hurlant. Mais les branches contenaient les sons de ma respiration haletante, la forêt séchait mes larmes. C'est à cet instant, dans le murmure des feuilles, que j'eus l'impression d'entendre sa voix pour la première fois. Je me souvins alors de ce vieux conte qui parlait de celle qui gardait les arbres. Ascafroa, elle serait ma protectrice. Durant de longs mois,
J'ai gravé son nom partout dans la forêt, sur chaque arbre. Je savais écrire les runes de nos ancêtres. Plus je croyais en elle, plus je l'entendais en moi. Elle me demandait une offrande. En échange, elle me protégerait, mais m'en lasserait à jamais. Alors j'ai obéi à son appel. Un soir, j'ai attrapé un des outils qui servait à moissonner, une longue faucille, et je l'ai attendu parmi les arbres. Cette nuit-là, il était allé à la taverne et je savais que le chemin le plus court pour rentrer chez nous passait par là. Après une longue attente, frigorifiée dans la nuit, je l'ai entendu approcher en titubant. J'ai fondu sur lui au moment où il prenait appui contre le tronc d'un vieux chêne et je n'ai pas hésité. À mon tour de rendre les coups. La fossile fendait l'air et son sang noir se répandait sur le tronc. Je n'ai cessé de le frapper qu'une fois que mon bras n'eut plus la moindre énergie. J'ai traîné son corps jusqu'au vieux frêne et l'ai laissé là, dans le trou qui me servait autrefois de cachette. Le vent a fait frémir les branches, des feuilles rouges ont tapissé le sol. Elle était apaisée, moi aussi. Je suis rentrée chez nous, sans un mot pour ma mère. J'ai fait mon bagage dans un sac de toile et j'ai quitté la maison. J'avais 17 ans. Ma décision était prise. On parlait d'un pays par-delà les mers, d'une terre d'espoir et d'opportunités. J'irai là-bas, dans ce nouveau monde qu'on appelait l'Amérique. Et Ascafroy m'accompagnerait. Parfois, lorsque je m'endors, que les médicaments m'assoupissent, j'entends encore son murmure. Elle m'attend. Je serai bientôt à ses côtés. Enfin, ma sœur, ma mère, mon aimé, Ascafroy. Épilogue. Lorraine, 26 juin 2011. Je roule au pas dans Redwoods. Un groupe de gamins à vélo me double en se marrant. Ils bifurquent dans un dérapage et disparaissent entre deux rues. Sur le parking de la supérette Softway, une mère pousse un caddie rempli à ras-bord tout en réprimandant ses enfants qui courent autour des voitures. Une centaine de mètres plus loin, Lou, le patron de Lou's Deli, est en train de passer un coup d'éponge sur les tables de la terrasse de son restaurant. Comme d'habitude, il porte son tablier à carreaux bleus et blancs. En reconnaissant mon véhicule, il se redresse et me fait un grand mouvement de la main. Tout sourire. Je lui rends son salut. L'affaire des disparus n'est pas encore terminée, tant s'en faut. Avec l'aide du shérif Slocombe de Gold Beach, je suis allée au bout de la piste découverte par Paul. Car Green avait raison. L'arbre gravé sur le séquoia géant, près de la fosse, était bien plus qu'un simple symbole. Il s'agissait en réalité d'une carte, chaque branche, chaque racine, indiquant un nouveau charnier. Il nous a suffi de prendre comme épicentre le village effondré, représentant le tronc même de l'arbre, et de transposer le symbole complet sur une carte de la forêt pour trouver les zones approximatives des autres tombeaux. Les recherches ont pris du temps, des jours entiers, mais nous avons découvert 7 nouveaux charniers et 35 corps. D'après Harry, les plus anciens cadavres y auraient été enterrés il y a une cinquantaine d'années, sachant que les enfants de Redwoods ont agi dans l'ombre depuis bien plus longtemps. Il y a sans doute d'autres corps enterrés à travers la forêt. Ceux-là, nous ne les retrouverons jamais. Il faudra déjà des semaines pour que Harry et ses équipes parviennent à formellement identifier les dizaines de dépouilles. Mais au moins, à terme, des familles pourront enfin faire leur deuil. J'ai tenu ma promesse. Et c'est là l'essentiel. Nous avons également fouillé le sous-sol de la maison de Jerry. On y a retrouvé des preuves attestant de sa culpabilité, mais aussi de celles de Ward, de William et de John, ainsi que des jumeaux d'Herley. Ces deux damnés ont été interpellés et sont en attente d'un jugement. Ils ont avoué avoir participé à au moins 3 exécutions et devraient être passables d'une peine minimale de 10 ans de prison. Les savoir incarcérés, c'est au moins avoir la certitude que personne ne formera de nouveaux enfants de Redwoods et que ce maudit cycle prendra fin. Au cœur de cet étrange sanctuaire, nous avons aussi mis à jour de vieilles photos des enfants. 5 générations se sont succédées. Parmi eux, des visages connus et d'autres oubliés. D'un commun accord, nous avons décidé de ne pas chercher à poursuivre ces personnes. Au-delà du délai de prescription, la plupart d'entre eux sont aujourd'hui grabataires. À quoi bon? Les habitants de la ville, lorsqu'ils ont appris la vérité, ont déjà été suffisamment choqués d'imaginer qu'un de leurs ancêtres aurait pu participer à ces atrocités. Au fil des semaines, la vie a repris son cours. Il est peut-être temps d'avancer.
Slacombe m'a été d'un grand soutien. Il a fait le nécessaire pour que le meurtre de John soit reconnu comme un acte de légitime défense, même si lui et moi savons bien que cela n'a pas été le cas. Je repense souvent à mon geste. Plus les jours passent, plus je me convainc qu'il n'y aura rien d'autre à faire. Aucune parole, aucune excuse à entendre. Il fallait en finir, une bonne fois pour toutes. Pour John, autant que pour moi. Slocombe a insisté pour que je reprenne le flambeau de Redwoods. Je suis désormais la nouvelle shérif de la ville. Tout n'est pas idyllique pour autant. Je me réveille souvent au milieu de la nuit, le souffle court, avec la sensation que l'homme rouge est là, juste à côté de moi. Parfois, je fonds en larmes, derrière le volant de ma voiture, sans pouvoir me contrôler. C'est peut-être normal. Je m'autorise à repenser à Alex, à être triste bien sûr, mais aussi en colère. Je crois qu'enfin, au terme de ces 2 années de déni, je parviens à accepter sa disparition. Je sais pourquoi il a décidé de partir, et ça m'aide un peu. C'est certainement moi qui m'imagine des choses, mais j'ai l'impression que Redwoods a changé. C'est peut-être aussi l'arrivée des premiers jours de l'été qui renforce cette sensation de légèreté. Il y a les éclats de rire des enfants qui jouent dans l'océan, les notes de musique aux marchands de glace qui passent sur la promenade, les accords de guitare et les voix enrayées des jeunes qui chantent à l'unisson le soir, quand ils traînent tard sur la plage. On sent dans l'air une forme d'insouciance qui nous fait du bien. Je n'ai plus peur de la forêt. En vérité, il n'y a rien de maléfique, de diabolique en elle. C'est simplement nous, les humains, qui l'avons souillée. Nous qui avons projeté sur elle nos pires peurs. La nature n'y est pour rien dans cette affaire. Elle n'offrait qu'une cachette, un abri pour que mes semblables y dissimulent leurs démons. La forêt est un peu comme notre vie. Elle n'est que ce qu'on veut bien y voir. Reflet de nos douleurs, refuge de nos mensonges. J'ai toujours cru qu'elle agissait comme une présence menaçante qui pesait sur nos existences. Une ombre qui s'immisçait partout et nous salissait. Alors que c'est tout l'inverse. Elle n'est rien d'autre qu'elle-même, indifférente, immense et majestueuse. Elle suit son cours millénaire, en se foutant bien de ce petit microbe qui foule son sol et la dévore année après année. Je l'ai comprise aujourd'hui. Les seules prisons qui nous retiennent sont celles que l'on fabrique. J'ai entamé une procédure pour obtenir la garde de Charlie. Elle semble contente de rester à mes côtés. Peut-être qu'à nous deux nous parviendrons à soigner nos fêlures. Charlie a accepté de voir une psychologue pour mettre des mots sur ce qu'elle vient de traverser. Nous commençons à prendre nos marques. Sauvages l'une comme l'autre, il nous faudra du temps pour nous apprivoiser. Mais nous y arriverons. Je veux y croire. J'ai même l'impression qu'elle va mieux. Je l'espère. J'arrive devant le collège de Redwoods, je me gare un peu à l'écart pour ne pas que Charlie ait honte de monter dans la voiture du shérif. Ma jambe gauche me démange. Le nouveau plâtre que m'a posé le docteur Cudwell me serre un peu la peau. Selon le médecin, je ne devrais pas garder de séquelles à la cheville. Et si vous décidez enfin à vous calmer, m'a-t-il rétorqué. Je compte bien me calmer, docteur, rassurez-vous. Dans le rétroviseur, j'aperçois la jeune fille. Elle porte son éternelle veste en jean élimé qu'elle se refuse à jeter, sa casquette vissée sur la tête, et marche vers moi, les mains dans les poches, l'air toujours aussi dur. Pourtant, quelque chose a changé en elle. C'est quasi imperceptible, mais c'est là. Il y a une confiance retrouvée, une assurance nouvelle. Je ferai tout pour l'accompagner dans cette voie. Elle entre dans la voiture, me sourit, s'approche un peu et dépose un timide baiser sur ma joue. Ça va, Lorraine? Oui, ça va. Et pour la première fois depuis longtemps. Je crois que c'est vrai. Ça va. Charlie, 26 juin 2011. J'attends Lorraine devant le collège de Redwoods. Certains des élèves me toisent, mais ce n'est plus comme avant. Il n'y a plus de mépris ou d'indifférence à mon égard, mais plutôt une forme de curiosité. Ils se demandent tous ce que j'ai vécu. Ils aimeraient savoir, comprendre ce qui s'est passé, ce que je sais. J'en joue. Je roule un peu des mécaniques. Et ça me fait bien marrer. Pour autant, je n'ai pas beaucoup plus de potes qu'avant. Il y a bien cette fille, Asha, avec qui on s'est rapproché ces dernières semaines. On a fait un exposé ensemble, on a pas mal accroché. Moi, bien sûr, ça faisait des années que je l'avais remarqué. Ses yeux d'un noir qui renvoient tout le reflet du monde, ses cheveux si longs, la manière qu'elle a de faire danser ses mains quand elle parle. Elle a quelque chose, une grâce, une beauté qui n'appartient qu'à elle. Elle a du sang indien. Ça a peut-être un lien, ou peut-être que ça n'a rien à voir.
Avant, j'avais l'impression qu'Acha ne s'intéressait pas à moi, qu'elle ne me voyait pas. Peut-être que, comme pour tout le reste, je m'en étais persuadée, j'étais tellement renfermée sur moi-même. Le week-end dernier, Acha m'a invitée à passer l'après-midi chez elle. On a écouté de la musique, allongée sur une couverture, au fond de son jardin, à boire des sodas tièdes avec des longues pailles. Ça nous sortait par les narines. C'était marrant. À un moment, nos mains se sont frôlées. Elle n'a pas retiré la sienne. On est resté comme ça, à regarder danser les branches au-dessus de nous. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Acha m'a raconté que son prénom, ça voulait dire espoir. C'est bien l'espoir. Ça me va. La voiture de la reine passe devant l'école et se gare un peu plus loin. Je la rejoins, l'embrasse. Il fait bon dehors. J'ouvre la fenêtre, respire l'air iodé. Dans le ciel d'un bleu éclatant, sans un nuage, quelques goélands argentés planent en altitude imperturbables. Je passe ma main par la vitre ouverte, la laisse glisser sous le vent. Lorraine m'a proposé cette alternative. Soit vivre avec elle et rester à Redwoods, soit aller m'installer chez mes cousins à Portland. Bizarrement, j'ai choisi de rester. À quoi bon partir? Si je n'arrive pas à être moi-même ici, je n'y arriverai nulle part. J'ai compris que ça ne sert à rien de fuir. Il n'y a pas un ailleurs meilleur qu'un autre. Redwood, c'est chez moi. Ici, j'ai le souvenir de ma mère, une vie qui m'attend, des rêves à rattraper. Vivre la plus belle vie que je puisse vivre. Paul avait raison. Ce sera ma revanche. Je devrais être triste, évidemment, car Paul part aujourd'hui. Il va me manquer, c'est sûr. Ce vieux râleur et son chien dégueulasse sont avec Lorraine devenus ma famille. Une famille en vrac, un peu cabossée, mais une famille quand même. Je ne suis plus seule, et au pire, il y aura toujours les étoiles devant. Paul, 26 juin 2011. Je termine de ranger mes affaires dans le coffre de la voiture. Pourquoi partir alors que la ville connaît enfin la paix? Peut-être parce que je suis comme ça, un putain de paradoxe ambulant. Mais surtout, je crois que ma rencontre avec Charlie, c'est qu'elle a entraîné dans son sillage, tout ça a réveillé quelque chose en moi. Une flamme restée trop longtemps éteinte. J'en ai pris conscience il y a 2 semaines. Je venais de sortir de l'hôpital et j'ai rendu visite à Lorraine. Elle était en train d'emménager dans le bureau de Jerry. Elle prenait officiellement ses fonctions. Durant ma convalescence, je lui avais sculpté une petite figurine et la lui offerte. Elle a eu l'air touchée. Je l'avais représentée en train de courir avec sa béquille et son plâtre. C'est ainsi que je la vois. À toujours aller de l'avant, contre toutes les tempêtes du monde. Sur un panneau en ardoise, il y a des tas d'avis de recherche punaisés. Je lui ai demandé de quoi il s'agissait. Elle m'a alors expliqué qu'il s'agissait des personnes disparues des États voisins. Elle a ajouté que, chaque année, aux États-Unis, 600 000 personnes disparaissent. La plupart sont retrouvées au bout de quelques jours, voire quelques semaines. Mais 90 000 restent à jamais perdus. Ça a été un déclic dans ma tête. La voiture de Lorraine vient de passer le portail. La shérif n'a même pas le temps de se garer que déjà Charlie surgit et se jette sur Flash qui vient à sa rencontre. Elle lui gratte le bas du cou, son endroit préféré. Je m'appuie sur la carrosserie. Ça me fait encore un peu mal aux côtes, à l'endroit où la balle m'a touché. Au bout d'un moment, Charlie s'avance vers moi. Elle me tend un boîtier en carton, à l'intérieur plusieurs CD. C'est quoi? De la musique, ma musique. Des groupes récents, tu verras. Tu vas râler, mais tu aimeras, j'en suis sûre. Je lui souris, puis je sors les clés que je gardais dans ma poche et lui donne. J'ai un cadeau moi aussi. Voici les clés du cabanon. J'aimerais que tu viennes ici de temps en temps en mon absence, que tu prennes soin de mes vinyles. Il faudrait les écouter de temps en temps fort, très fort, histoire que le monde entier entende, et que ça l'apaise un peu. C'est d'accord, Paul. Tu es ici chez toi. Tu viens quand tu veux, Charlie. Lorraine est au courant. Tu reviendras quand? Je sais pas. Ça va dépendre de beaucoup de choses. On se regarde quelques instants aussi mal à l'aise l'un que l'autre, et d'un coup, Charlie se jette dans mes bras. Je la serre contre moi. Je profite de cet instant. Je le fixe tout au fond de ma tête, car je sais que dans les semaines, les mois qui viendront, j'aurai besoin d'y revenir. Ce sera comme une île protégée de tout, mon refuge. On n'a jamais été trop forts tous les deux pour dire ce qu'on ressentait. Non, mais on sait là, tout au fond.
Je me tapote le cœur, elle ajoute. Je t'ai promis que je te lâcherai pas, la... Ah, pardon. Je t'ai promis que je te lâcherai pas, la môme. Mais j'ai besoin de partir, de rattraper le temps perdu, d'essayer de faire quelque chose. Je sais. Je siffle mon chien, pour une fois, il m'obéit, monte à l'arrière et s'installe sur sa couverture. Il boite encore un peu et garde une sacrée cicatrice, mais il s'en remettra. Il est comme moi. Un peu con, mais persévérant. Et Lorraine s'approche à son tour. Ça y est, c'est le grand départ? Eh oui. Vous êtes sûr de votre décision, Paul? Je crois. Charlie et moi, on aurait aimé que vous restiez dans les parages. Ce ne sera pas bien loin, en cas de besoin. Et vous, Lorraine, ça va aller? Oui, je pense. Ça me fait du bien d'avoir Charlie avec moi. Cette môme, c'est quelque chose, hein? En effet. Prenez soin d'elle. Promis. Je m'approche de Lorraine et l'embrasse sur la joue. Mes lèvres s'attardent un peu trop sur sa peau, je le sais, mais elle ne bouge pas. J'ai une grosse boule au ventre, mais il est temps. Je m'installe dans la voiture, démarre. Je passe ma main sur la vitre ouverte. Pas la peine de regarder dans le rétroviseur. Je sais qu'elles sont là, dans ma vie et dans mon cœur. J'ai les larmes aux yeux. Paul, tu deviens sentimental. Flash approche son museau humide et me lèche la joue. Ça me fait sourire. Je lui caresse la truffe. Voilà donc notre nouvelle maison, mon vieux. Cette vieille tire qui en a vu tellement. J'ai pris de quoi camper à l'arrière. J'ai déjà fait il y a si longtemps. Pendant que je récupérais de ma blessure à l'hôpital, j'ai beaucoup réfléchi à ce qui avait à l'origine de ces terribles sacrifices, de tous ces morts, de cette croyance à Ascafroy. J'en ai déduit que c'est la peur qui guidait ces hommes. Rien de plus, rien de moins. La peur est une maladie, la pire qui existe. Elle ne se soigne pas. Elle ne disparaît jamais vraiment. Elle reste là, tapie en nous, attendant de trouver un nouveau moyen de jaillir. C'est un regard en biais, un doigt qui montre ce type du dos, cet étranger qui s'éloigne. Parce qu'être différent, c'est déjà être un peu coupable. Parce qu'il faut bien que ce soit la faute de quelqu'un. Parce qu'il faut que tout cela ait un sens. Plutôt que d'accepter que la vie n'est qu'un vaste chaos, un dé qu'on lance et qui ne cessera jamais de tourner, la peur, elle, est toujours là pour murmurer à notre oreille. C'est de sa faute à lui, c'est de sa faute à elle, à eux tous. La peur est la pire des venins, un virus qui a dévoré cette ville pendant 150 ans. Pourquoi à Redwoods plutôt qu'ailleurs? Est-ce dû à son histoire tourmentée, à son isolement? Y a-t-il seulement une explication? Parce qu'il vivait dans un monde de ténèbres où tout était danger, où la mort frappait sans cri et gare, où la violence était omniprésente, qu'Hélène et ses pères ont tenté d'ériger des barrières, de trouver des causes à leur malheur. C'est la forêt qui exigeait des sacrifices. C'étaient les étrangers toujours qu'il fallait châtier. Plus ils frappaient, plus ils se refermaient sur eux-mêmes. Il leur fallait un exutoire. Ils l'ont trouvé. Que dire? Que raconter? Quelle vérité et pour qui? Y a-t-il seulement des coupables dans toute cette histoire? Au fond, je ne crois pas. Il n'y a pas de monstre. Il n'y a que des hommes, adultes comme enfants, à qui l'on a mis un couteau entre les mains, à qui l'on a demandé de tuer. Ils l'ont fait car on leur avait appris que ça. Moi-même, j'ai vécu si longtemps dévoré par la peur, vivant comme un ermite, isolé de tous. On ne peut pas toujours détourner le regard. Parfois, il faut avoir le courage de faire face. Si quelqu'un est au sol et qu'il nous tend la main, il faut prendre le risque de la saisir. Si une môme blessée vient frapper à votre porte, la laissez entrer. J'ai trop longtemps porté mes œillères. Si j'étais au courant de rien, c'est que tout allait bien. Mais je ne suis pas le seul à agir comme ça. C'est ce que nous faisons tous en permanence, en baissant le volume de la télévision quand on parle d'un conflit dans un pays lointain, en changeant de trottoir lorsqu'un sans-abri approche pour demander quelques pièces, en fermant les volets quand les voisins hurlent encore sur sa femme. Puisque je suis un étranger ici, je le resterai partout ailleurs. La route sera ma maison. Il y a des gens qui disparaissent chaque jour, des familles qui attendent et qui espèrent. Avec les quelques années qui me restent, malgré mes blessures, ma fatigue, il faut bien que je tente de faire quelque chose.
répondre aux appels à l'aide que plus personne ne veut entendre. 600 000 personnes disparaissent tous les ans dans mon beau pays. Je vais bien réussir à en trouver quelques-unes. J'allume mon vieil autoradio, attrape sur le fauteuil passager un des CD qui m'a préparé Charlie pour m'accompagner. Je regarde ce qu'elle a écrit au marqueur noir sur le disque. Pearl Jam, parce que la musique ne s'est pas arrêtée en 1970. Je souris et j'enclenche le morceau. Des guitares qui tabassent, une batterie qui pousse derrière une voix qui monte et qui scande I'm still alive. Oui, je suis toujours vivant malgré tout. Je roule vers le sud. La forêt de Redwoods est derrière moi. Le soleil m'aveugle. Je mets mes lunettes de soleil. Le jour finit toujours par se lever. La pire des nuits aura irrémédiablement un terme. Il y a toujours une lueur, aussi infime soit-elle. Et il faut s'y accrocher, la poursuivre coûte que coûte, malgré la douleur, la peine, les regrets, les mensonges et toutes les ténèbres qui nous dansent autour. Il y a toujours une chance, quelque chose à faire. Il suffit de tendre la main, enfin, faire face, ne plus fermer les yeux. Je démarre. Quelqu'un m'attend quelque part, quelqu'un qui attend d'être trouvé. Remerciements. Chère lectrice, cher lecteur, quelle étrange année nous venons de vivre. Pour ma part, l'écriture de La forêt des disparus a été une véritable bouffée d'oxygène. Le corps confiné ici en France et l'esprit là-bas en Oregon. J'ai aimé explorer cette forêt de séquoias géants, percer les secrets de cette ville, et plus largement aider Paul, Charlie et Lorraine à penser leurs blessures page après page. J'espère que ce voyage à Redwoods vous aura offert à votre tour un peu d'évasion en ces temps troublés. Un grand merci au passage à toutes et à tous pour votre fidélité. Vos encouragements et votre enthousiasme me poussent sans cesse à me réinventer. Hâte de pouvoir enfin vous retrouver en salon. Vous l'aurez compris en début du roman. La forêt disparue est dédiée à ma communauté, à tous mes amis, ceux qui m'ont toujours accompagné et sont là encore aujourd'hui. Je ne peux les nommer tous, au risque d'en oublier et de m'en vouloir ensuite. Mais je suis certain qu'en lisant ces quelques lignes, ils sauront se reconnaître. Bref, merci à vous d'être là, à la fois pour me donner des ailes et pour m'aider à atterrir quand c'est nécessaire. Tout d'abord, les amis d'enfance, de l'île Adam, du collège et du lycée, ceux des 400 coups, des mobylettes, des guitares mal accordées, des ponchos et des cheveux longs. Il y a aussi bien sûr les amis rencontrés au fil des années, des rencontres qui sonnent souvent comme des évidences. Petite dédicace aux copains de Wright Stelu qui m'ont permis, chaque semaine, de m'échapper un peu du quotidien durant les différents confinements. Un clin d'œil également à tous les potes du polar, tous ces auteurs croisés au gré des salons et avec qui j'ai noué de jolis liens. Comme nous faut rire me manque. Je n'en serai pas là sans eux, qui comptent le plus. Ce livre est comme toujours dédié à ma femme Julia et mes deux enfants, Antoine et Elisa. Vous êtes mon cap, à la voile qui me porte. J'embrasse ici tendrement aussi mes parents, Jacqueline et Christian, mes deux sœurs, Caroline et Sophie, leurs compagnons, William et Sam, mes beaux-parents, Michel et Gérard, ma belle-sœur, Géraldine, ainsi que la joyeuse ribambelle de cousins qui rendent nos vies plus belles, Manon, Romane, Quentin et Tristan. Je tenais à remercier également toute la formidable équipe de XO Éditions. D'abord Bernard Fixot, Édith Leblond, Renaud Leblond. Ce sont eux que je dois l'avouer, qui ont su me convaincre de ressusciter Paul Green. Et ils avaient raison. Bon sang, comme j'ai pris du plaisir à retrouver ce vieux bourreau. Merci à tous trois pour votre bienveillance et votre soutien. Un grand merci également à Stéphanie Le Foll, David Strepen, Bruno Barbette, Catherine Delarousière, Roxana Zaharia, Sarah Hirsch, Isabelle de Charon. Après le lancement rock'n'roll de l'affaire Clara Miller, nous sommes prêts à affronter toutes les tempêtes ensemble. Une pensée aussi pour Rebecca Benamou, qui m'a accompagnée dans le travail éditorial sur La forêt des disparus. Et de deux, Rebecca, on repart ensemble pour le troisième? Un petit coucou aussi à la communauté de blogueuses et blogueurs qui transmettent chaque jour leur passion du livre. Un grand merci enfin aux libraires qui ont plus que jamais besoin de notre soutien. J'ai la sensation que durant l'année qui vient de s'écouler, les Françaises et les Français se sont rendus compte que les livres, tout comme les libraires, sont essentiels. Ainsi, je salue quelques-uns de ces passeurs de rêves qui ont tant défendu mes romans. Caroline Valla, Jérôme Toldano, Pierre-Yves Daudat, Hélène Pinel, Damien Meyer, Pépita Sonati. Allez, je vous laisse.
Paul m'attend dans sa vieille voiture déglinguée. Je vous remercie à tous d'être passés, je vous souhaite une agréable soirée, puis on se retrouve très vite pour un nouveau livre.